À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Violence post-électorale, le Bénin, hier, en plein, comme si le scrutin s'était achevé juste hier. Les affrontements meurtriers des 1er et 2 mai semblent s'être déplacés vers le centre et le nord du pays, plus précisément à Savè et à Tchaourou, village natal de l'ancien président Thomas Boniaï, toujours cloîtré chez lui, entouré de forts détachements militaires. Aura mis la poudre au feu au niveau des dites localités, l'arrestation d'un opposant présumé auteur de violences lors des législatives du 28 avril. S'en suivra l'affrontement sanglant avec son cortège de blessés et de morts. Crise sociopolitique au Bénin. Le bout du tunnel, si loin, si proche. Le questionnement est à valeur du thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Un coach en gestion de crise et en politique pour les éléments d'appréciation. À ma droite, Laurent Delors Faton, acteur politique de l'opposition. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. Laurent Delors Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etonji. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de lui, Patrick Amampoyon. Il est coach en politique de développement et gestion de crise. L'homme a accepté une fois encore nous accompagner durant cet instant débat. Crise oblige. Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Des morts, pas mal. Le Bénin, malheureusement, en aura compté à nouveau dans le cadre des violences post-électorales qui secouent le Bénin. Tchaourou et Savè ont tristement pris, semaine écoulée, la relève de Kandi et de Kadiaou, avec son lot de blessés et de personnes abattues par balle. Le maire de Savè parle, mesdames, messieurs, de 2 morts au niveau de sa localité. Les autorités au plus haut niveau évoquent des cas de blessés du côté des forces de défense et de sécurité, une 50aine, dont 10 graves. Mais des indiscrétions évoquent des chiffres encore plus alarmants. Cette émission ne fera pas dans la polémique, mais bien au contraire apprécier de plus près ce qui se joue et comment tourner cette page qui n'honore point le quartier latin de l'Afrique, l'autre havre de paix au niveau de la sous-région. Patrick Amampoyon, quiétude légendaire pour la localité de Savè-Tchaourou. On parle même de quiétude pour le Bénin, accueilli et évoqué avec beaucoup de pincettes désormais. Oui, parce que nous sommes dans une situation où je me réjouis déjà que le gouvernement ait cette fois-ci accepté de négocier, envoyer des émissaires pour négocier. Et je me réjouis de ça. Mais il faut aller au bout de la négociation. Il faut aller au bout de la discussion. Vous savez, je suis porteur d'un concept qu'on appelle le coaching africain, qui a été structuré en licence, master, doctorat. Et à la phase théorique du doctorat, il y a une matière qu'on appelle l'identité africaine. Cette matière nous révèle combien il est impossible aux âmes modernes d'affronter les âmes africaines. Je crois que j'ai fait une sortie où je disais que le 1er août, nous ne devons pas sortir avec les armes fabriquées par les autres. Parce qu'à la fête de l'indépendance, pourquoi on fait un défilé? On fait un défilé pour montrer les muscles, afin que personne n'ose vous affronter, n'ose vous attaquer. Mais quand nous montrons les muscles en sortant les armes fabriquées par les autres, ils se moquent de nous. Oui, nous avons compris maintenant que le 1er août, au lieu de sortir les fusils fabriqués par les Français, il faut sortir les fusils que les Français ne peuvent pas affronter. On en a en Afrique. Moi, je n'ai jamais su qu'il y a des chasseurs traditionnels au Bénin. Je n'ai jamais su. Je connais ce concept. Je l'ai suivi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je l'ai suivi au Mali. Je l'ai suivi au Burkina. Mais je n'ai jamais su qu'il y avait des chasseurs traditionnels au Bénin. Et vous avez vu, depuis l'indépendance, depuis qu'on existe, vous n'avez jamais vu les chasseurs traditionnels sortir. S'ils sont sortis, c'est parce que leur code d'honneur a été violé. Et donc, en négociant, nous allons... Parce que ce n'est pas des voyous, comme on le dit. Non, si c'était des voyous, ce ne serait pas calme aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui ont des codes d'honneur. Et si pour les comprendre, il faut rentrer dans l'historique de ça. Il faut rentrer dans l'histoire africaine pour comprendre. Et je crois que nous sommes dans une situation où
tant que le gouvernement respecte ce qu'il dit et les émissaires qu'il a envoyés font leur travail, nous sommes partis pour l'apaisement. Mais attention à ne pas jouer à un petit jeu avec des gens comme ça en face. Alors, Laurent Delors-Faton, Patrick Amand est parti bien loin, j'avais envie de l'interrompre, mais je reviendrai sur certains aspects qu'il a subtilement évoqués et que peut-être certains téléspectateurs ne comprendront pas. Mais pour plus d'un, s'est joué la semaine écoulée les prolongations du triste spectacle de Kadion et de Kandi. Une prolongation qu'on aurait pu éviter. Monsieur Etondi, vous savez, nous avons tellement parlé de la situation du Bénin qu'à un moment donné, on n'a plus envie de parler. Parce que tout le monde savait là où nous allions. Et on pouvait éviter ce que nous assistons, à quoi nous assistons aujourd'hui. Le régime en place a décidé de foncer droit dans le mur et de montrer à tous les Béninois qu'ils sont les plus intelligents et les plus habiles, les seuls capables de nous montrer le chemin à suivre, alors que nous sommes dans un système démocratique qui exige des compromis, des consensus à tout moment. Ce qui s'est passé la dernière fois n'est qu'une suite de ce que nous avons connu depuis, je dirais, le début du processus électoral. Le régime est resté dans une posture donnée, écraser tous ceux qui sont en face et montrer qu'ils sont ceux qui existent. Vous savez, ce qui s'est passé à Tchaourou, on pouvait l'éviter. Mais on a voulu que ça arrive. C'est déplorable que des vies humaines soient encore une fois parties. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on reste toujours dans cette posture au Bénin à penser qu'il ne faut pas que le sang coule. Peut-être que le sang doit couler un jour pour que nous prenions conscience que nous sommes un État. Et je suis sûr que ces sangs qui viennent de couler ne sont pas tombés inutilement. Ces sangs auront des résultats. Ceux qui ont fait couler les sangs, parce que se croyant les plus intelligents, en auront pour leur compte incontestablement. Et ces sangs ne vont pas aussi partir et le Bénin va rester dans tel état. Nous sommes sûrs d'une chose, la situation ne va pas durer pourtant. Ça a commencé, elle aura une fin. La fin, est-ce qu'elle se rapproche ou lointaine? Moi, je dis qu'elle se rapproche. Parce que vous savez, le régime a perdu tous les symboles d'un régime. Parce qu'en démocratie, et comme même en Afrique internationale, le pouvoir s'incarne à travers des symboles. Il y a des symboles majeurs. Le plus grand symbole, c'est le symbole de l'unité nationale. Si un régime perd ce symbole, le régime n'existe plus. L'unité nationale demeure. L'unité nationale. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme s'il y a une partie du peuple béninois qui est à part et une infime partie du peuple est à part. Et ceux qui sont à part se croient supérieurs au peuple et l'écrasent. Parce que ce qui s'est passé le 28 avril passé était un signe majeur qui a montré que le peuple béninois, en grande partie, n'est plus d'accord avec la gouvernance en place. Tout régime censé, connaissant les symboles, devrait s'arrêter pour dire qu'est-ce qu'on fait désormais du moment où nous avons au minimum, au moins 90% du peuple béninois contre nous, parce que beaucoup l'ont dit en faisant de la comédie, on dit que le taux électoral était comme du tapioca, ça gonflait à chaque effet. Le taux, tout le monde connaît que le taux ne sait pas ce que nous avons eu. Et quand ce symbole, vous l'avez perdu, c'est fini, vous avez tout perdu. Mais après ce symbole qui a été perdu, il y a le second symbole, le symbole de la force de l'État. Quand on prend l'armée, quand on prend la République, il y a aussi le pouvoir d'État qui est symbolisé, dont l'armée est le symbole. Aujourd'hui, nous avons assisté à quelque chose, les jours passés, à Tchaourou, savait, où l'armée a été obligée de se replier. Une armée qui n'avait pas sa place à l'intérieur du pays, parce que l'armée est là pour défendre les frontières. Mais quand vous déployez votre armée contre votre peuple, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le symbole de l'armée qui devait assurer la sécurité du peuple est perdu désormais au Bénin. Ça fait le second symbole qui est perdu. Le troisième symbole qui est aussi perdu, c'est le symbole, quand on prend une nation, il y a des personnalités qui représentent quelque chose pour la sécurité. C'est un symbole fort. Quand on prend un ancien chef de l'État, c'est quelqu'un qui a gouverné un État, il devient un symbole majeur qu'il faut respecter par tous les moyens. Si vous ne le respectez pas, vous descendez la nation. Aujourd'hui, que ce soit le président Nicéphore Soglo, en tant qu'ancien chef de l'État, un grand symbole qu'il faut respecter, il ne l'est pas. Quand on prend Boni Yahi, le plus récent des symboles, parce qu'il vient de quitter le pouvoir il y a à peine 3 ans, il est encore dans la mémoire collective, il est encore présent au sein du peuple béninois, on ne peut pas s'amuser avec un tel symbole. Si on le fait, ça veut dire que vous détruisez la nation. Ce symbole est perdu. Et ainsi de suite, tous les symboles sont perdus. Aujourd'hui, moi je suis désolé de le dire, le régime en place n'a plus aucune valeur symbolique et aucune valeur éthique. Parce que si vous n'avez pas ces valeurs, vous n'avez plus aucune place au sein de la nation. Vous ne pouvez pas diriger une nation. Aujourd'hui, vous allez se constater avec moi. Le peuple, les gens de Tchaourou ont défié l'État. Et ont montré à l'État que l'État a perdu ses valeurs et que l'État n'existe plus. Alors, si,
à Tchaourou simplement, je prends Tchaourou simplement, 2 villes, on peut défier la baie béninoise. Si ça s'étendait sur d'autres villes, ça veut dire que nous n'avons plus rien. Alors, dans cette situation, je pense que le gouvernement en place doit contrairement à sa ruse, à sa rage, qui lui font croire qu'ils sont les plus forts, doit courber les chines et s'interroger et dire maintenant on fait quoi pour que le Bénin retrouve ce symbole. Et moi, je milite beaucoup plus pour que ce régime puisse trouver les voies et moyens, avoir l'humilité de reconnaître qu'il a échoué sur tous les plans symboliques, tous les plans pratiques, ils ont échoué. Il faut que désormais, ils se ramènent la balle à terre et au lieu simplement de négocier avec les chasseurs. Les chasseurs ne sont pas les acteurs majeurs. C'est une crise politique qui nous a conduit vers un affrontement. Et l'affrontement n'est qu'une conséquence de la crise. Désormais, quand ils auront fini la négociation avec les chasseurs, il faudra qu'ils tendent les 2 mains, comme il l'a dit tout récemment dans une chronique, tendent les 2 mains à l'opposition, de manière sincère et honnête. Parce que les gens parlent de crise électorale, moi ils parlent de crise électorale. Je suis clair dans mes idées. On est dans une crise électorale, dans une crise post-électorale. On n'a pas encore fait les élections. Parce que les élections démocratiques n'ont pas encore eu lieu au Bénin. Ce qui a eu lieu, c'est une élection privée d'un régime donné qui a voulu faire ce qu'il a plu. Et tant qu'on ne va pas retourner à carte départ et négocier sur les bases claires et d'une élection inclusive, je pense que la crise continuera toujours. Et c'est ce à quoi le régime doit aller. Lui, là, c'est le politique qui a parlé. Laurent de Lofaton a évoqué assez d'aspects. Patrick Amampoyon, avant de vous rapporter, vous l'avez aussi suivi, les propos du conseiller technique au niveau du ministère de l'Intérieur par rapport à ce qui s'est passé à Tchaourou et à Savet, donc le regard de l'autorité. Je vous laisse peut-être la parole pour quelques compléments au sujet de certains aspects évoqués par de Lofaton. Au fait, il faut dire que nous avons une crise créé par les hommes politiques de tous les temps. Parce que vous écoutez l'opposition, il faut que le chef d'État dise « j'ai tout perdu » et que le chef d'État vienne nous leur remettre le pouvoir dans les mains. Vous écoutez la mouvance, les autres doivent accepter que c'est déjà fait. Voilà le problème du Bénin. Et je rends grâce à Dieu que le peuple béninois n'est pas avec les hommes politiques. Parce qu'il n'y a pas crise entre le peuple. Il n'y a pas crise entre le peuple béninois. C'est-à-dire que vous voyez... On a dit que le peuple béninois, lui, il est un. Le peuple béninois... S'il y a un problème aujourd'hui, c'est les politiques. Il n'y a pas de division ethnique au Bénin. C'est-à-dire que quand je dis ça aux gens à l'intérieur, ils disent, mais comment c'est possible? Ils disent, oui, c'est une particularité de notre peuple. Parce qu'ils ne se laissent pas emporter par les hommes politiques, qui sont souvent dans le cercle de préoccupation. Non, restons dans le cercle d'influence. Comment on sort de cette situation? Pour sortir de cette situation, il faut que les 2 camps cesse l'arrogance. Moi, je voudrais même encourager le chef d'État à arrêter de mettre en prison tous ces clébés qui parlent plus que lui, qui créent des problèmes, qui appelez-vous clébé? Oh, les gens qui parlent au nom du chef d'État sans avoir autorisation. Je vous donne un exemple. Vous voyez, le régime ne communique pas. Parce que le régime sait qu'une communication peut mettre de l'huile sur le feu. Mais ces gens-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les radios et télévisions, provoquent tous les jours. Pendant que le chef d'État envoie des médiateurs qui sont en train de tenir un autre langage que j'ai écouté officiellement sur les chaînes internationales, dit nous avons écouté les chasseurs traditionnels et ils ont posé des problèmes que nous sommes en train de travailler à résoudre. Mais au même moment, allez écouter sur les réseaux sociaux. Le chef d'État est en train de se préparer pour réattaquer, pour faire ceci. Et c'est les collaborateurs du chef d'État qui mettent de l'eau sur le feu. Moi, je voudrais encourager le chef d'État à les faire taire, en les mettant tous sous arrêt d'abord, qu'on règle le problème. Non, continuons. Ça participe de la gestion de la crise. Oui, mais parce que... collaborateurs... Non, parce qu'on arrête ceux qui parlent comme ça dans l'opposition. Il faut arrêter aussi ceux qui parlent comme ça dans la mouvance. Parce qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin aujourd'hui que tout le monde se calme et qu'on comprenne qu'il est impossible de gagner l'autre par la force. Si je gagne l'autre par la force, il va chercher tôt ou tard à me nuire. Et j'ai dit quelque chose ici que je voudrais reprendre. Le président, mon président, le président Patrice Talon, qui n'est pas par terre, contrairement à ce que Delors dit, parce qu'au même moment il dit le régime est par terre, au même moment il dit le régime doit. Donc si le régime était par terre, il ne peut plus faire quelque chose. Aujourd'hui, le régime a encore la possibilité de faire. Je voudrais demander au président Patrice Talon, je voudrais l'amener à comprendre ceci, avec tout le respect que je lui dois. Il est impossible de mettre un homme politique au chômage et avoir la paix. Non, mais Patrick Amampoyon, il est impossible, dites-vous, de mettre un homme politique au chômage et avoir la paix. Quel homme politique est au chômage? Mais les députés sont au chômage. Il les a mis au chômage. Imaginez un jeune
qu'on met au chômage, vous voyez, il va marcher, il va faire syndicalisme, il va faire ceci. C'est ça que nous sommes en train d'assister. Et donc, tant que le président ne sort pas les politiciens du chômage, il n'aura pas lui aussi la paix. Voilà la situation. Maintenant, si le président doit le faire, il doit comprendre qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'au même moment où le président dit dialogue direct, sans dire ce qui est sur la table, au même moment, des collaborateurs disent il faut que l'opposition comprenne que c'est cuit. Il n'y a plus d'élection. Nous, on est déjà députés, c'est tout. Vous voyez, ils provoquent. Ils provoquent parce que ça les arrange qu'on n'arrête pas la situation, parce que c'est seulement dans cette situation qu'ils peuvent être députés. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui manipulent même le chef de l'État parce qu'ils lui créent des problèmes pour que dans la crise, vous voyez en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Méfiez-vous de la femme que vous épousez. Parce qu'il n'aurait pas écouté sa femme, qu'il aurait géré la crise autrement. Donc, de la même manière, je voudrais dire au président, cette personne qui profitent de la crise et qui nourrissent la crise et qui l'encouragent dans tous les camps, il faut qu'on cesse de les écouter et qu'on comprenne que c'est seulement dans un dialogue que nous pouvons nous sortir. Vous savez, je vais vous dire ceci. Ce qui s'est passé à Tchaourou, oui, certains vont dire les chasseurs traditionnels ont gagné. Oui, mais on ne sait pas. Là, du retournement de la situation, que tout le monde se calme, que personne ne dit je suis en position de force et qu'on trouve une solution. En tout cas, trouver une solution, mais ceci ne signifie pas encourager l'impunité. Alors, l'autorité a dépêché déjà une équipe pour que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Mais avant, le conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le colonel Spiro Gouchola, a porté la voix de l'autorité. Le schéma auquel l'autorité a eu droit n'est pas du tout un schéma encouragé. S'il est vrai qu'il y a eu soulèvement, ceci aurait pu être simplement évité si on ne s'est pas retrouvé en face d'hommes manipulés ou, pour reprendre l'expression consacrée utilisée, des manifestants de Tchaourou payés pour commettre le forfait. Vous avez suivi. Et impérativement, ces indices augure-t-il vraiment d'une suite heureuse pour les pas qu'on est en train de poser aujourd'hui? C'est pourquoi il dit qu'il faut faire taire tout le monde. Il faut les dire aussi, arrêter les enquêtes en cours. Arrêtez ce communiqué-là. Il n'y a aucune enquête réellement en cours. Il y a médiation. Il y a médiation, il n'y a pas enquête. Côte-Pouillon, il y a eu assez de dégâts. Mais, mais vous voulez, au fait, dans une crise comme celle-là, vous voulez trouver responsable de quoi? Donc, qu'on ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Qu'on règle le problème. Je vous dis, je vous ai dit sur ce plateau, je vais dire des choses assez fortes pour que vous compreniez. Je vous ai dit sur ce plateau, Thomas Sankara est mort il y a près de 30 ans. On n'a pas le corps, on n'a pas l'âme du crime. En droit, quand il n'y a pas le corps et il n'y a pas l'âme du crime, il n'y a pas crime. Mais nous continuons de vouloir juger des gens et ça cause des morts. Et ça cause des morts. Si on veut, on peut faire commission vérité et réconciliation. Mais de vous dire de grâce, là, nous avons besoin de paix d'abord. Nous avons besoin de paix d'abord. Lorsqu'on a arrêté des gens à Savè ou à Tchaourou, et que les populations aussi ont arrêté un capitaine de l'armée, on n'a pas échangé. Pourquoi on n'a pas parlé en ce moment d'impunité? Pourquoi on n'a pas parlé en ce moment d'impunité? Ne faisons pas de l'hypocrisie. Dans cette situation-là, si vous voulez des coupables, il y en a dans tous les camps. Alors, si nous ne voulons pas rentrer et ouvrir une boîte de Pandore où nous ne pouvons pas refermer après, parlons de paix. Parlons de paix. Et le gouvernement est dans une démarche de paix. Alors, ceux qui veulent sortir les muscles pour bavader et dire des choses n'ont qu'à se calmer parce qu'ils ne rendent pas service au chef de l'État. Paix, oui, chers téléspectateurs, ils sont nombreux à le clamer. Acteurs politiques, acteurs de la société civile. Laurent Delors-Faton, ici, représente juste une chapelle. Mais ceci a raison. Tout ce qui se joue aujourd'hui met plutôt au devant de la scène une grande figure de la République, qu'on veuille ou non, chef d'État un jour, chef d'État toujours. Pendant 10 ans, il a eu à conduire les rênes de ce pays, Thomas Boni Yaye. À Tchaourou, les manifestants, au nombre des conditions qu'ils ont commencé par poser pour un retour au calme, ont demandé la libération dès l'heure. Mais plus loin, surprise de les entendre dire que les policiers autour de la résidence de l'ancien chef d'État quittent les lieux et qu'on permette à Thomas Boni Yaye d'avoir droit aux soins qu'il réclame depuis quelques jours. Laurent Delors-Faton, cette démarche n'est-elle pas vraiment de
la manipulation qu'une revendication purement volontaire et spontanée? Parce que vous avez promis de dire toute la vérité sur ce plateau. Alors je vous pose la question. Avant les manifestations de Tchaourou, le parti FCBE est sorti plusieurs fois à demander qu'on lève cette mesure sécuritaire. Ça, on l'a su. Mais que des manifestants... En dehors du parti, beaucoup de voix se sont levées pour réclamer la même chose. Et je pense que WANEP aussi a réclamé cette levée. On reviendra sur ça. Et si WANEP a réclamé, je pense que la population, qu'elle soit de Tchaourou, de Savé, ou bien d'Adjon, ou bien de Bonou, ou bien n'importe où, Bénin, devrait aussi le réclamer. Parce qu'on le veuille ou pas, Bonou Yayi représente un symbole pour le Bénin. Et cette mesure sécuritaire, quand vous passez devant l'avant, ça fait peur. Et ça, c'est horrible à voir. Et on se demande, mais dans quel pays sommes-nous désormais? C'est comme si on n'est plus dans un pays de droit et de liberté. Et tous les individus ne sont plus libres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire ce qu'on reproche de manière formelle à Bonou Yayi. On n'a rien dit, on n'a pas sorti un acte qui lui reproche quelque chose pour qu'on puisse la signer en résidence. Il n'y a pas d'acte. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? N'est-il pas un Béninois? Est-ce qu'il n'a pas été un ancien chef de l'État? Qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'on puisse avoir une telle sécurité, une telle mesure autour de lui et qu'il soit incapable d'aller et de venir pour exercer ou bien pour jouir de sa liberté simplement? Mais pire, nous connaissons tous aujourd'hui qu'il est malade et qu'il réclame, même à Guantanamo, aux États-Unis, là où on emprisonne les terroristes, ils ont droit à la santé. On leur permet de se soigner. Pas tout le monde entier on permet. Même dans les camps de concentration, les gens avaient droit à une certaine santé. Et aujourd'hui, un individu béninois qui joue de tous ses droits, jusqu'à preuve du contraire, on l'empêche de se soigner. Je pense que ça n'a pas autre nom que de la méchanceté, de la sauvagerie. Et que la population de Tchaourou réclame, parce que je n'ai pas voulu qu'on parle de Tchaourou en tant que fief de Bouni Yayi. Mais c'est une réalité. Non, je n'ai pas voulu parce que si on concentre le sujet sur cette question, c'est comme si on peut dire qu'ils ne défendent qu'un intérêt lié au leur. Bouni Yayi est un Béninois. Et n'importe quel Béninois devrait réclamer qu'on enlève cette mesure sécuritaire. Et si Tchaourou le réclame, ce n'est que de droit qu'il doit le réclamer. Et il n'y a rien à lui reprocher. Je pense que la situation est née de la crise politique. Et c'est à cause de cette crise politique qu'on est allé enlever un des leurs. Et qu'ils sont allés en insurrection. Je pense que cet affrontement n'a qu'une suite. Il faut que la crise se dégèle. Et le dégel ne peut pas se faire sans que cette mesure sécuritaire ne soit enlevée. Parce qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, Bouni Yayi, en tant qu'ancien président, est un leader charismatique de la plus grande formation politique au Bénin. Les FCB, nous sommes la plus grande formation politique au Bénin. Ah bon? Même si... Non, vous ouvrez un autre débat. Les politiques ne sont pas sur le plateau. Ce n'est pas un fait de politique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est une condition sine qua non. Il n'y aura pas de négociation au Bénin avec n'importe quel camp sans que ce sujet ne soit sur la table. Et que les gens de Tchaourou savaient, demandent qu'on enlève cette mesure sécuritaire de Tchaourou, de la main de Bouni Yayi, c'est de bon droit. Oui, Patrick Amapoyon, Bouni Yayi revient dans tous les débats désormais. Vous avez dit ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est la paix et rien que la paix. La condition forte qui revient désormais au cœur des discussions, si les choses ont semblé avoir un peu évolué à Tchaourou en termes de négociation et à Savé, c'est l'une des conditions phares désormais posées. Et cette condition, votre vis-à-vis l'a souligné tout à l'heure, elle a commencé par être évoquée il y a plusieurs jours de cela. Et ça revient avec insistance. Comment voyez-vous le traitement qu'on pourrait faire à une telle suggestion face aux problèmes qui sont posés hier et face à l'enjeu de la paix sociale? Déjà, il faut dire que M. Delors Faton n'a pas voulu dire les choses telles que c'est. Les chasseurs traditionnels ne sortent pas pour n'importe qui. Ils ne sont pas un des mercenaires. Non. Ils n'aiment pas qu'on touche au leur. Ils n'aiment pas l'injustice en leur sein. Les chasseurs traditionnels. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire, il y a des thèses là-dessus. Il y a des thèses sur la chefferie traditionnelle. Donc il faut étudier, pour les comprendre, il faut étudier les thèses. Il faut étudier les thèses. Ils défendent un des leurs, un frère. Donc, ne dissocions pas, ça n'a rien d'ethnique, non. C'est qu'ils ne supportent pas. En Côte d'Ivoire, ils sont sortis quand? Lorsqu'on a voulu brimer Alassane Ouattara. Et depuis qu'Alassane Ouattara, c'est fini, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de chefferie traditionnelle qui fait quelque chose. Donc, qu'on ne dissocie pas, non, ils sont sortis pour Yayi Boni.
Puisque c'est dans le prolongement du problème de Yahya Boni qu'on a voulu arrêter un des leurs. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ne pensez pas qu'ils vont se calmer tant que cette revendication qui était dans leur cœur ne soit exécutée. Et mieux, M. Delors, en fait, on l'a dit, tout en le niant. Mais aujourd'hui, tous les médiateurs qui viennent de l'extérieur, ils vont où? Ils vont aller voir Patrice Talon, ils vont aller voir Yahya Boni. La crise est focalisée maintenant entre ces deux hommes d'État. Mais si la question se pose en ces termes, si tant est qu'ils sont sortis pour Boni Yayi, alors décidément, est-ce que ça ne se trouve pas être une situation plutôt aggravante pour le cas de Boni Yayi? Vous n'oubliez pas que la justice a commencé un travail qui piétine depuis. Non. Vous savez, vous voyez au Burkina, il y a eu insurrection. Actuellement, il y a un procès en cours. C'est le procès de qui? Les gens qui ont tiré sur la population en insurrection. Oui. Ah, alors, pourquoi on est en train de me dire que parce qu'ils sont sortis pour quelqu'un, la personne doit être arrêtée ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Mais Poyon, vous n'oubliez pas que Boni Yayi devrait être auditionné. Et cela n'a pas pu l'être maintenant. Oui. 2 fois de suite. Oui. Et il y a une situation nouvelle qui se pose et on dit Boni Yayi. La situation nouvelle n'est pas aggravante. La situation nouvelle amène les autorités à reconsidérer cette écoute. Vous voyez le juge reconsidérer l'écoute en rangeant... Les amis, c'est pas Tchaourou seulement qui est maintenant en ébullition. Vous avez écouté les anciens présidents du Nigeria et du Ghana. Tout à fait, on doit y revenir d'ailleurs. C'est pour vous dire que actuellement, c'est pas Tchaourou seulement qui réclame. Tous les médiateurs qui arrivent au Bénin maintenant se focalisent d'abord sur ça. Waneb, tout le monde, il faut d'abord ça. C'est devenu l'élément qui cristallise la crise, qui fait qu'au lieu qu'on aille à l'apaisement, ça s'aggrave tous les jours. Et vous savez, écoutez les Béninois qui n'ont même rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec Yahya Boni. Il y a comme, je l'ai dit sur ce plateau, le président n'a qu'à trouver les voies et moyens pour sortir de cet imbroglio-là. C'est un imbroglio. Il faut sortir de là. Avec tout le respect dû au chef de l'État, moi je lui demande, avec ces bons présidents, de sortir de cet imbroglio. Vous lui conseillez d'aller à une émission dans les affaires de justice? Mais écoutez, vous savez, en France, il a fallu que le président Macron fasse la paix avec le président rwandais pour que la justice abandonne les poursuites contre le Rwanda. Donc ne trompez personne en faisant croire que dans un pays du monde, la justice est indépendante quand il s'agit de questions d'État. Nous sommes dans une situation d'État. Et ce n'est pas pour rien que le procureur qui poursuit est nommé par le gouvernement et sous l'autorité du ministre de la Justice. Or, nous sommes actuellement en situation de poursuite. Nous ne sommes pas en situation de jugement. Non, franchement, je vous dis, de toutes les façons, ce qu'on a dit là, le président de la République le sait. Et ça fait partie des éléments de négociation sur lesquels j'ai écouté le médiateur à Tchaourou. Le médiateur à Tchaourou dit: les chasseurs traditionnels ont demandé la libération des personnes arrêtées et la libération du président Yahya Boni. Et nous travaillons là-dessus. Donc ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Les médiateurs choisis par le chef de l'État sont déjà en train de travailler là-dessus. Donc ne faisons pas ici comme si nous sommes en train de défoncer la porte. De toutes les façons, moi je dis, plus vite on avance dans ces dossiers-là, plus vite on prend la route de la paix. Voilà de quoi il s'agit. Plus vite on avance dans ces dossiers, on prend la route de la paix. La situation du Bénin intrigue et inquiète. Auront récemment donné de la voix pour appeler également à la paix, vous l'avez rapidement souligné, Olusegun Obasanjo et John Kufuor, 2 anciens chefs d'État de grandes figures de l'Afrique. Laurent Delors-Faton, l'attente pour certains devient de plus en plus longue. Mais ceux-là, en donnant de la voix, ont renvoyé la balle vers l'Union africaine et la CEDEAO. 2 instances qui ont déjà essayé de faire un travail en amont, mais malheureusement, ça n'a pas pu prospérer. Aujourd'hui, comment se fait le travail de façon pratique avec vous, formation politique, qui avez essayé de taper déjà à ces portes et malheureusement, sans issue favorable avant le scrutin? J'ai toujours pensé que les solutions à nos crises doivent être trouvées à l'intérieur de nos pays. Et vous continuez de le penser? J'ai toujours pensé que la solution est toujours au Bénin. Il faudra qu'on trouve la solution au Bénin. Elle viendra de l'opposition ou du régime, mais elle sera une solution béninoise. J'ai toujours cru. Mais que des chefs de l'État de la sous-région, anciens chefs d'État, parce que vous avez bien le dit, Obasanjo
il incarne quelque chose pour l'Afrique. Il a été chef de l'État, mais il a marqué d'une certaine manière son règne, son régime et l'Afrique. Et quand vous prenez John Kufuor, après Jerry Rawlings, il a aussi marqué son pays. Que ces deux figures, quand ils sortent pour donner de la voix, leur voix devrait avoir un écho. Et comme je disais au début de l'émission, on n'a plus conscience des symboles au Bénin. C'est que le régime en place ne connaît plus ce qu'on appelle les symboles. Les symboles n'ont plus de valeur. Parce que quand à l'intérieur, tout le monde a parlé, je dis tout le monde a parlé sans exception aucune. Le clergé a parlé, les rois ont parlé, tout le monde a parlé pour demander qu'il y ait un dégel, on n'a écouté personne. Et que des figures de cette envergure sortent aussi de la sous-région et parlent, a priori, on devrait avoir raison gardée. Mais comme ce qui s'est passé à l'intérieur et qu'il n'y a pas eu d'écho, je crains malheureusement qu'il n'y ait plus d'écho à ceux-là. Et je crains aussi malheureusement que la CEDEAO et l'Union africaine n'apportent pas grand-chose parce que nous avons rencontré la CEDEAO. Nous avons rencontré la CEDEAO, j'étais de la délégation de Peugeot qui avait rencontré la CEDEAO et on a discuté. Et j'étais convaincu que ceux-là n'avaient pas grand-chose à dire au régime en place parce que le chef de l'État avait une posture donnée. Ils ont fait la négociation. Et on a exclu l'opposition des élections. Alors qu'ils étaient venus dans le cadre des élections, on avait pensé qu'ils allaient nous aider à déclarer la situation pour que l'opposition participe aux élections. Et ils ont tout fait, ils ont tout dit. Il y a l'élection exclusive. Et ils ont fait leur élection. Aujourd'hui, la crise est là et Yahya Boni est séquestré chez lui. Les gens demandent encore qu'il fasse cette levée et ils ne sont pas prêts à le faire. Parce que ça fait au moins 2 semaines pratiquement que leur lettre est venue. Est-ce que vous avez entendu un écho? Il n'y a pas eu d'écho. Il n'y en aura pas. Parce que ceux qui sont là ont la sourde oreille. Et je pense que malheureusement ou heureusement, ce qui est arrivé à Tchaourou a amené les gens à comprendre qu'il faut négocier à des moments donnés. Parce qu'il y a des limites. Moi, j'ai été convaincu d'une chose, il y aura une limite. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais le régime fera face d'ici peu à une limite extrême. Et ils seront contraints de baisser la garde et d'avoir raison gardée. Parce qu'ils ont perdu la raison dans leur gouvernance. Ils ne coûtent plus personne. Alors que nous savons tous qu'aucun homme ne peut avoir la connaissance infuse. Aucun sur la terre, ça n'existe pas. Tout homme a toujours des connaissances relatives. Et ce n'est que dans la collectivité qu'on a la connaissance. C'est pour ça qu'en Afrique, on parle de l'intellectuel communautaire. En Afrique, nos ancêtres savaient que la connaissance ne peut pas être détenue par des individus et on la partage en soi. C'est ça que parle le signal noir quand on parle de la connaissance communautaire. Mais aujourd'hui, qu'un seul individu se croit le plus intelligent et avec ceux qui l'entourent et n'écoute personne, il n'écoute personne à l'intérieur, se gloire parler, tout le monde parler. La dernière fois, j'ai lu hier un message attribué à Tévoa Djilé qui a aussi demandé, lui il allait encore plus loin. Il a demandé, il a prié Dieu pour sauvegarder la santé de Boni Yahi. C'est ce qu'il a demandé hier. Et vous savez quand même que Tévoa Djilé, qu'on l'aime pas, au Bénin, il incarne quelque chose. Ceux-là ont parlé, leur message n'a pas eu d'écho. Et malheureusement, le message de Basanjo aussi n'aura pas d'écho. Et qui parlera, ils vont entendre. Je pense que la nature parlera, ils vont entendre. En tout cas, ça c'est le regard de Laurent Delors-Faton, mais qui porte la voix de sa formation politique. Seule la nature voit Laurent Delors-Faton pour aider le peuple à retrouver son accalmie. Mais Patrick Amampouillon, est-ce qu'on peut dire que le temps est déjà passé depuis que cette lettre est apparue, la lettre des anciens chefs d'État, et qu'il y a eu trop de silence observé de la part de l'exécutif? Déjà, je voudrais dire que nous sommes sur une chaîne internationale qui est suivie d'un peu partout. Le président de la République du Bénin n'est pas un individu. Première chose, c'est le président de la République du Bénin. C'est le président de Delors-Faton, c'est mon président. C'est le président de la République du tout un peuple, ça c'est vrai. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la diplomatie n'est pas souvent comprise. La diplomatie ne vient pas donner raison à un camp pour bloquer l'autre camp, pour bloquer l'élection et tout ça. La CEDEAO n'a jamais abandonné le Bénin. La CEDEAO travaille tous les jours. Tous les jours. Il y a des missions de la CEDEAO. Il y a des chefs d'État qui ont dépêché des missions ici. Le président dans l'exercice de la CEDEAO a envoyé 6 missions avant l'élection. La veille de l'élection, il y a encore une mission ici. Mais la diplomatie ne fonctionne pas tel que les hommes veulent, surtout les hommes politiques, veulent que ça fonctionne. La CEDEAO n'a jamais abandonné le Bénin, elle travaille. L'Union africaine n'a jamais abandonné le Bénin, elle travaille. Elle ne va pas imposer au président que les Béninois ont choisi à 65%. Ce n'est pas la CEDEAO qui va lui imposer quelque chose. La CEDEAO va l'amener progressivement, avec tout le respect dû à son rang, à comprendre
comment il est important de trouver une sortie. Et la déclaration de Obasanjo, il a dit c'est un ancien président, il a bien géré. Non, Obasanjo n'est pas qu'ancien président. Et ça, si vous dites ça au président Patrice Talon, vous ne l'aidez pas à comprendre qui est Obasanjo. Je ne peux pas tout dire ici, mais Obasanjo, je peux vous dire que ce n'est pas un ancien président comme ça. Obasanjo a une capacité de nuisance terrible. Et je voudrais que le président demande à ses collaborateurs de chercher qui est Obasanjo. Quand ils comprendront qui est Obasanjo, et ils comprendront qu'en diplomatie, lorsque quelqu'un de la trempe de Obasanjo fait un communiqué comme ça, ce n'est pas un communiqué en l'air, c'est pour dire, moi, je vais dire ça publiquement afin que ça puisse vous donner la possibilité de faire ceci et de faire cela. Je vous donne un exemple. Un jour au Gabon, les opposants sont allés menacer et le président les a reçus. Ils ont demandé des choses. Le président dit, même mes collaborateurs n'accepteront pas que je vous donne ça. Donc vous faites une marche, je vais vous rencontrer. Vous allez exiger, et quand vous allez exiger maintenant, je vais accorder ça et on dira que c'est pour la marche que j'ai accordé. Donc c'est pour dire, c'est de la diplomatie. Et je me rends compte que nos hommes politiques même ne savent même pas lire les actes diplomatiques. Donc on pense que la CEDEAO va venir imposer quelque chose au chef d'État. Non, elle travaille tous les jours. Et elle finira par trouver la solution à cause justement du fait qu'ils ne font pas dans le bavardage inutile. J'ai dit tout à l'heure que le président doit faire taire les gens de son camp qui bavardent inutilement. Donc c'est pas la CEDEAO, je vais demander maintenant de bavarder inutilement. Mais je vous dis, cette déclaration du président Obasanjo avec le président Kufuor qui symbolise beaucoup de choses que je ne peux pas dire en direct sur un plateau. Je peux vous dire qu'il faut que, je ne peux pas, il faut que le président, non, le président sait, et le président est, de toutes les façons, il y a des tractations, il y a des négociations tous les jours. C'est les clébés là qui créent les crises. Parce qu'eux, ils vont croire que le président ne veut pas discuter, que le président, oui, il va tirer, il va arrêter. Et puis, des gens font des arrestations pour plaire au président. C'est tout ça là qui crée la crise. Patrick Amanpoyon, vous dites, sinon, actuellement... Vous ne faites pas une affirmation grave là, vous dites les gens font des arrestations pour plaire au président. On a vu ça sous Yaïbouni, on a vu ça sous plusieurs régimes ici. Non. Je vous dis, il faut que les Béninois comprennent qu'en ce moment, des discussions énormes sont en cours. Des chefs d'État envoient des délégations tous les jours. Il y a des tractations. La CEDEAO n'a jamais abandonné. Elle travaille tous les jours. L'Union africaine travaille tous les jours. Les Nations unies travaillent tous les jours. Et le gouvernement est en discussion avec ceux-là. Oui, ils n'ont pas encore fléchi, mais à force d'arguments, la diplomatie fonctionne comme ça. Il faut laisser le temps à la diplomatie de faire, parce que si la diplomatie ne fait pas, c'est la violence qui fait. La violence, nous n'en voulons pas. Nous voulons la diplomatie. Violence, personne n'en veut. Vous l'avez aussi martelé à travers l'une de vos tribunes. On est tous perdants, avez-vous dit. Alors, c'est quoi le combat que vous menez aujourd'hui avec la jeunesse? Ça, on ne le dit pas souvent. On voit une jeunesse de plus en plus ailleurs, vulgaire, impulsif. Comment se fait le travail afin que tous comprennent que dans le schéma actuel, on a tous à concéder qu'à demander? Vous savez, moi, ma plus grande préoccupation, elle est unique. Que le Bénin retrouve sa démocratie telle qu'elle était avant que tout ce que nous connaissons aujourd'hui ne commence. Et ça passe par un certain nombre de principes qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus sapés. Et ces principes sont sacrés par le régime en place. On n'a pas demandé grand-chose, au régime. Je suis assez clair. Monsieur Faton, oui. C'est le régime qui a fait que les jeunes sont impolis? Je ne parle pas, écoutez, je ne parle pas de l'impunité des jeunesses. Ça, c'est notre problème qui va régler. Non, je dis, parce que en tant que jeune, la plus grande chose que je demande est que d'abord nous retrouvons notre démocratie, cette liberté. Quant au problème de la jeunesse, impolie ou autre, c'est un système éducatif qui devrait corriger certaines choses qui sont perdues. On reste dans le cadre. On vous comprend, mais Doran de l'Orfaton, c'est toujours dans le schéma. Ce à quoi on assiste, c'est un peu ce que votre vis-à-vis a souligné tout à l'heure. Il a parlé de ceux-là qui tiennent des propos qui donnent l'impression qu'on est plus porté à mettre chaque fois de l'huile sur le feu, à se demander si on gagne quelque chose dans ces foyers de tension qu'on observe. Le pays vit une accalmie qui, pour certains observateurs, n'est qu'accalmie que de nom. Et l'agressivité, elle est manifeste. Pour certains, c'est encore les acteurs politiques qui ont un rôle à jouer. Et ma question, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'au niveau du parti FCBE, il y a ces contacts avec ces jeunes de plus en plus fougueux, de plus en plus, certes peut-être abattus, peut-être
très inquiets aussi pour l'avenir, mais qui sont toujours sur la défensive depuis un certain temps. Toutes choses qui ne peuvent pas forcément participer à la paix. Depuis 3 ans que vous me suivez sur les médias et dans mon combat, vous ne m'avez jamais vu. Vous non. Propos. Ça veut dire qu'il y a une école qui se fait. Il y a certains qui ont conscience des limites d'un combat. L'école des et FCV, certains qui ont conscience de certaines valeurs citoyennes et civiles qu'il faut défendre. Et pour que ces valeurs continuent d'être défendues, il faut qu'on ait de l'espace pour pouvoir mieux s'exprimer, mieux se faire connaître et attirer d'autres vers nous. Vous n'avez pas de l'espace? Aujourd'hui, on n'a plus l'espace pour parler. Tout le monde a peur de parler. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de gens pour parler, l'espace a horreur du vide. D'autres occupent l'espace. Quand ceux qui ont des valeurs à défendre, ceux qui ont certaines maturités, n'ont pas de la voix pour parler, c'est ceux qui ne font rien qui parlent. Et on considère ceux-là comme ceux qui ont de la voix, comme les modèles. Si désormais nous avons plus de modèles sur la scène, qui sortent, qui parlent, d'aucuns chercheront à imiter. On a très peu de modèles, et les quelques modèles rares que nous avons aujourd'hui ont peur pour leur vie, on peut s'exprimer. Il n'y a pas autre question. Du moment où ceux qui peuvent parler ne peuvent pas parler, les autres sont là, sont manipulés. Les gens dont vous parlez sont les gens le plus souvent affamés, qu'on a maintenus dans la misère, dans la précarité, dans le chômage, et à qui on jette des miettes. Et qui, à la solde de certains acteurs politiques qui eux-mêmes ont des choses à se reprocher, font ce sale boulot au sein de la République. Et ils sont dans tous les camps. Tant dans l'opposition que dans la mouvance. Je ne nie pas que dans l'opposition, il y a des jeunes qui sont manipulés par les acteurs politiques qui leur donnent des miettes pour qu'ils aillent déblatérer des conneries. Mais pour que ce combat se fasse, il faut encore une chose. Il faut que nous ayons la démocratie. Et que aussi la démocratie, on éduque. Parce qu'aujourd'hui, on n'éduque personne. Et au lieu de chercher à éduquer, on détruit ce label que nous avons. Et ça crée plus de frustration. Les jeunes plus se sentent frustrés. Ils sont dans le délit. Et dans tout ce qui connaître. Le chef de l'exécutif devra-t-il encore travailler à libérer la parole? Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de vous réunir 3, 4 sans autorisation. Mais quand on suit Laurent de Loffaton, c'est comme si c'est aussi un terrain fertile à tout et à n'importe quoi à la fois. Là, ça devient complexe. C'est vrai qu'il faut libérer. Je l'ai dit sur ce plateau. Je dis, si les experts n'ont pas la possibilité de parler sur les plateaux, ils ne peuvent pas aider le gouvernement à comprendre un certain nombre de choses. Donc, il faut libérer la parole. Mais je reste convaincu que ça n'a rien à voir avec l'impolitesse que nous avons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est de trop. Monsieur Delors dit qu'on doit respecter Yahi Boni, qu'on doit respecter Nicéphore Soglo. Mais pourquoi il ne dit pas qu'on doit respecter Patrice Talon? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut que dans chaque camp, on cesse de penser que c'est ces modèles seulement qu'on doit respecter. Donc, c'est ça l'éducation que les partis politiques doivent faire. Et quand j'écoute M. Delors Faton, je vois la crise. C'est-à-dire que si chaque fois l'opposition dit qu'il faut que le chef d'État reçoive l'opposition pour qu'on puisse sortir de là. Mais non, si c'est les opposants et les mouvanciers qui vont faire la paix au Bénin, il n'y aura pas paix. Ils vont s'insulter comme ils en ont l'habitude. Parce qu'ils vont passer tout le temps à dire que c'est le chef d'État qui est responsable de tout. Le chef d'État va dire, le camp du chef d'État va dire que c'est eux qui sont responsables de tout. Mais au moins, nous avons une société civile que les gens insultent, mais qui au moins porte une voix neutre et responsable. Le micro, la petite société civile qui reste au Bénin là, c'est avec eux qu'il faut dialoguer. C'est avec eux qu'il faut trouver les voies et moyens. Mais si on écoute les deux camps là, ils ne savent que se battre. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut avoir la paix. Je crois que le président a intérêt à vider même autour de lui, tous ceux qui sont autour de lui, et à écouter les acteurs de la société civile. Je ne m'y mets pas, parce que je ne me mets pas dans ce rôle. Mais les acteurs de la société civile qui jouent ce rôle officiellement, écoutez-les. Ils ont des démarches responsables. Ils ont étudié le dialogue. C'est quoi un dialogue? Comment ça se fait? Ils ont étudié tout ça. C'est eux qu'il faut écouter. Sinon, quand vous écoutez M. Delors, c'est que tous les problèmes du Bénin, c'est Patrice Talon. Non, 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 non. Patrice Talon ne peut pas être la cause du fait que les gens n'ont pas de respect pour les gens de l'autre camp. Non. Patrice Talon doit être respecté autant que Nicéphore Soglo, autant que Yahi Boni. Nous devons respecter chef d'État, comme ancien chef d'État, nous devons les respecter. Mais si nous ne pouvons pas dire ça aux jeunes, et nous disons qu'il faut d'abord que Patrice Talon change ceci et cela, avant que nous ne puissions éduquer nos enfants, alors là, il y a un problème. Alors, un médiateur, forcément, quand on vous suit, pour pouvoir s'assurer qu'on pourra tourner la page. Alors, la société civile dont vous parlez, vous y associez aussi le clergé, vous voyez le clergé aussi comme un potentiel médiateur, lui qui est déjà sur le terrain. Oui, potentiel médiateur,
le clergé, mais je voudrais que si le clergé veut vraiment faire cette médiation-là, qu'ils aillent jusqu'à chercher le pape pour les accompagner. Parce que la crise béninoise est telle qu'il faut des gens qui ont de l'autorité et qui peuvent mettre la pression sur certains acteurs pour que nous puissions nous en sortir. Sinon, si c'est l'église au Bénin seulement, je ne pense pas que les Vatangais dans les deux camps vont leur faciliter la tâche. Mais je sais que le pape étant un homme d'État, un chef d'État, je sais que beaucoup savent que quand ils vont franchir... Vous concluez en même temps? Quand ils vont franchir le truc là, ils peuvent avoir... Je l'ai dit, le pape est une solution. L'église catholique à travers le pape est une solution. Mais nous n'avons même pas besoin de chercher loin. Même les responsables de Ouané peuvent être des médiateurs. Ils ont trop étudié la crise, ils maîtrisent la crise. Confiez-leur ça, ils vont gérer ça. Mais il faut, parce qu'ils ont un langage de vérité, qu'ils vont dire aux deux camps. Il faut que les deux camps mettent la balle par terre. Personne n'a intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Personne n'a intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Laurent Delors-Faton, ce sera pour conclure. Je pense que la porte de sortie, surtout tu veux avec le chef de l'État. Il n'y a que Patrice Talon qui puisse poser les actes qu'il faut et nous amener à sortir de la crise. Il a, dans son discours la dernière fois, dit qu'il a tendu la main. Je l'ai dit, il faut qu'il tende les deux mains de manière ouverte et de manière franche, et qu'on laisse de côté la ruse et la rage, et qu'on pose des actes qui rassurent l'opposition qu'il y a un début de négociation. Et quand ces actes sont posés et qu'on voit ce qu'il y a sur la table pour négocier, je pense que la crise va se dénouer. On n'a pas besoin de médiateurs extérieurs à l'intérieur du Bénin, autant avec les acteurs politiques qu'avec la société civile et nos sages et nos têtes couronnées, on pourra trouver la solution entre nous. Merci à vous, Laurent Delors-Faton. Merci à vous, Patrick Avant-Poyon, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés. Demain, c'est un autre jour pour notre plateau, toujours avec la même disponibilité. Cette citation de l'écrivain, historien et journaliste béninois sud-africain, avant de vous fausser compagne, Jérôme Kallo, c'est son nom, je le cite. Nous avons beau avoir droit de vie et de mort sur nos semblables, nous ne sommes pas moins mortels. On se doit, avant toute chose, de se soumettre à une profonde introspection. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt. Au revoir.